je vais vous présenter donc le professeur Isabelle Mansuy, qui est neuroépigénéticienne, qui a étudié à Strasbourg, on est fiers dans le Grand Est, puis à New York avant de s'installer à l'université de Zurich, où elle est professeure, une chaire qu'elle partage avec l'école polytechnique fédérale de Zurich. Donc, Madame le professeur Mansuy travaille plus particulièrement sur l'influence de l'environnement sur notre cerveau, nos fonctions cognitives et nos comportements, et sur l'impact de différentes expériences comme le trauma sur notre ADN, donc en épigénétique. Donc merci Madame le professeur Mansuy de nous faire l'honneur de participer à cette journée sur trauma et extrémisme violent. Et je vous laisse donc rapidement la parole pour nous parler de la transmission transgénérationnelle des traumas. Très bien, je vous remercie. Je vous remercie de m'inviter à parler d'épigénétique dans cette conférence. C'est à moi de m'excuser de me présenter aujourd'hui à Nancy. Donc, on va essayer de faire au mieux avec la technique. Donc, je vais essayer de vous présenter une nouvelle manière. En fait, c'est un nouveau domaine de la biologie qui est au départ un domaine très moléculaire, mais qui, par extension, s'applique à des grandes questions concernant la santé physique et la santé mentale. Et notamment, dans notre recherche à nous, on a exploité cette nouvelle manière de voir le fonctionnement des cellules dans le contexte de troubles psychiatriques, en particulier qui sont inclus par des expériences de vie traumatiques tôt dans l'enfance, les traumatismes d'enfance. Donc, à la base, le concept part de l'observation que nous sommes sensibles aux facteurs environnementaux et aux expériences du monde, c'est-à-dire l'alimentation, qu'elle soit bonne ou mauvaise, les expériences de vie dans l'enfance ou dans la vie adulte, qu'elles soient traumatisantes ou qu'elles soient positives, comme là, lors de la pratique d'un sport, un environnement social développé, ou la prise de médicaments, l'alcool, le tabac, les drogues, mais également les polluants environnementaux comme les perturbateurs endocriniens qui sont présents dans les pesticides, dans le bisphénol A, qui nous entoure, le plastique, l'essence, et tout ce qui est autour des produits pétrochimiques, ainsi que les radiations. Donc tous ces facteurs auxquels nous sommes exposés pendant la vie, durant toute vie, peuvent affecter nos cellules, toutes les cellules du corps, qu'on appelle les cellules somatiques, mais également les cellules germinales. Alors, quand on parle du fait qu'elles soient affectées, elles vont pas, ces environnements, ces facteurs environnementaux ne vont pas forcément modifier le génome, c'est-à-dire que c'est réel. J'étais en train d'expliquer que les facteurs environnementaux ont des effets sur les cellules somatiques et les cellules germinales. Les cellules germinales étant les cellules de la reproduction, les cellules reproductrices, donc les oocytes dans le cas de la femme et les spermatozoïdes et toutes les cellules spermatogéniques dans le cas de l'homme. Et avec l'idée de l'exposition, c'est important de considérer les générations futures qui peuvent éventuellement être affectées. Et là, je présente un schéma qui permet de bien comprendre de quoi il s'agit. Alors, si on prend, admettons, un homme adulte qui va être exposé à toutes les cellules de son corps, le risque d'être affecté au niveau de leur épigénome. J'explique un petit peu plus tard ce que c'est que l'épigénome. Donc, toutes les cellules du corps ont la possibilité le risque d'être affectées, incluant ces spermatozoïdes qui sont massifs. Donc, si lui va subir éventuellement les conséquences de son exposition, si ces gamètes sont affectés, il est également possible ces enfants aient des symptômes qui ressemblent aux symptômes dus à l'exposition juste par le fait que les cellules germinales, elles aussi, vont être altérées et que les altérations ont la possibilité de persister jusqu'à la fécondation, après la fécondation et jusqu'à dans l'organisme adulte. Si on prend une maman, une future maman, on a le même cas de figure que là on peut considérer même une génération supplémentaire. C'est-à-dire que la mère elle-même, admettons qu'elle soit exposée à un traumatisme perturbateur endocrinien,
peut en subir les conséquences, également son bébé, mais aussi les futures cellules reproductrices qui sont en formation dans son bébé. Donc, quand on considère la biologie à ce niveau-là, on peut envisager que non seulement la première génération, mais également la deuxième génération, voire la troisième génération. Donc, qu'est-ce que la génétique et l'épigénétique? Parce que c'est une notion importante, c'est une notion primordiale. Bien comprendre pourquoi il s'agit là. On ne parle pas de mutation génétique, de maladie génétique que la plupart des gens connaissent. Mais là, on parle d'altération épigénétique. Donc là, on voit une belle double hélice d'ADN, donc qui contient le code génétique. Vous imaginez que chaque barreau de l'échelle contient un code, que le code est spécifique de chaque personne. Donc on a tendance à penser que ce sont les gènes qui déterminent qui sommes. Or, en fait, les gènes, c'est illustré de façon épargnante par les vrais jumeaux. C'est-à-dire les vrais jumeaux sont des personnes qui ont exactement le même génome. J'ai l'impression que c'est vraiment coupé quand je parle. Très bien. Donc, si on prend des jumeaux monozygotes, comme ces deux personnes sur l'image du haut, et ces deux garçons, ce sont des gens qui ont exactement le même génome. Mais on voit immédiatement que leur corps est différent, leur santé physique, leur santé mentale, tout peut être différent chez eux, même si le code génétique qu'ils portent est identique. Donc, ça montre de façon vraiment parlante que le génome ne fait pas tout de notre personnalité, de notre santé, de notre manière de fonctionner et de penser. Mais que l'environnement, les expériences de vie sont extrêmement importantes. Vraiment un équilibre entre le génome et l'épigénome. Et ça, bien que on ait des preuves épidémiologiques d'observation, on ne sait pas très bien comment est-ce que l'interaction entre le génome et l'épigénome fonctionne. Donc pour maintenant décrire de façon un petit peu plus concrète ce qu'est le génome et l'épigénome, je vais prendre un exemple d'une cellule du cerveau. Ça pourrait être une cellule du foie, du pancréas, ou l'organisme. Donc vous voyez un cerveau humain qui a des milliards de cellules. Et là, il y en a un neurone qui est représenté, donc avec son noyau qui contient les chromosomes et le cytoplasme. Donc, très schématique parce qu'un neurone en réalité ne ressemble pas à ça. C'est pas une sphère. Ça a des processus, des neurites, des axones et des dendrites. Mais globalement, ce que je veux montrer par cette image, c'est que les chromosomes, chaque cellule somatique contient 23 paires de chromosomes. Donc un chromosome qui vient du père et un chromosome qui vient du père. Et que si on prend les chromosomes, le chromosome contient la chromatine qui porte l'ADN. Est-ce que la qualité du son est toujours bonne? On y a cru un peu, j'avoue, et là, on voit. Oui, j'ai l'impression que c'est pas. Donc le chromosome contient la chromatine qui contient l'ADN. Voilà. Donc l'ADN que l'on voit représenter, l'ADN, c'est comme un collier de perles où chaque perle contient un code. C'est une succession de perles qui forment un code particulier. Et ce code, l'ADN, n'est pas nul. Il est attaché à des protéines qui s'appellent des protéisomes pour former des nucléosomes. Donc là, on voit, si on déroule l'ADN, on voit l'ADN et l'ADN contient les gènes. C'est-à-dire qu'il va y avoir un gène ici, ensuite une section de l'ADN qui contient les gènes, une composante, comme on l'appelle, et on va avoir d'autres gènes à ce niveau. Donc, l'ADN contient 1% de sa séquence qui est représentée en gènes. Et les gènes sont les parties du génome qui sont les plus importantes, parce que les gènes sont décryptés, décodés pour être fabriqués en protéines. Donc c'est une chose importante, c'est que l'ADN est un très long filament, très long collier, mais qu'en réalité, il y a 99% de ces colliers qui est fait de parties régulatrices
qui sont fonctionnels, bien entendu, mais qui ne donnent aucun produit qui permette de construire ces cellules. Il y a juste 1% de l'ADN qui est représenté par les gènes. L'être humain a environ 23 000 gènes. Ces gènes ne représentent que 1% du génome. Et la plus importante, c'est quand on parle de génétique, on parle du code qui est gravé dans cet ADN. Pour ce qui concerne l'épigénétique, c'est tout un ensemble de facteurs qui sont sur l'ADN, comme on voit ici, méthylation d'ADN, modification du protéine histone, ou des ARN non codants qui sont dans le noyau. Il peut y en avoir aussi autour de l'ADN, autour de la chromatine. Donc ce sont les 3 mécanismes épigénétiques principaux. Ce sont des mécanismes qui permettent de réguler l'ADN, qui le rendent actif ou inactif, et qui permettent aux gènes également de savoir quand ils doivent être lus et traduits, quand ils doivent être silencieux. Or, alors que la séquence de l'ADN est immuable, chaque cellule a son code qui va rester le même pendant toute la vie de la cellule et toute la vie de l'organisme, alors que les mécanismes épigénétiques, ces petits facteurs, ces petites marques qui sont sur l'ADN, autour de l'ADN, elles sont dynamiques. Elles peuvent être changées dans chaque cellule en fonction de l'environnement, en fonction de ce qu'on mange, en fonction de ce qu'on vit, en fonction de l'activité des cellules, ça de façon quasiment indépendante dans chaque cellule du corps et à différents points de la vie. Et ce qui est important de savoir aussi, qui a été découvert il n'y a pas si longtemps par différents groupes de recherche, est que les cellules germinales, c'est-à-dire les ovocytes et les spermatozoïdes, contiennent eux aussi code génétique. Donc vous voyez à nouveau la chromatine, donc les gènes, sont contenus dans les cellules gamètes, les gamètes. Là, dans les spermatozoïdes, la chromatine est un petit peu différente des spermatozoïdes. Vous ne comparez aux oocytes et aux cellules somatiques, les spermatozoïdes sont des cellules petites, et pour gagner en place, les protéines histones sont remplacées par de petites protéines qui permettent de compléter le code génétique des spermatozoïdes un petit peu plus pour une meilleure protection. Donc, dans cette vidéo, comme je disais, je vais vous expliquer, on va rentrer dans la cellule, on va entrer dans le cytoplasme, dans le noyau, on va voir les chromosomes, on va voir l'ADN se dérouler, et on va voir comment l'ADN est utilisé par toute une machinerie pour être lu, et transcrit en ARN, et ensuite l'ARN est traduit en protéines. Donc c'est le passage de l'ADN aux protéines, donc ce à quoi les gènes sont utiles pour la cellule. Donc on entre dans la cellule, on voit toutes les organelles, les mitochondries, tout ça, ça permet de fournir l'énergie à la cellule. Là voilà le noyau qui contient les chromosomes, donc on en a 23 paires dans chaque cellule, sauf dans les gamètes où on en a une seule paire. On déroule la chromatine comme sur ma diapositive, donc là vous voyez, je vais peut-être arrêter, là vous voyez l'ADN qui est associé aux protéines histones. Et vous comprenez bien, c'est comme un collier de perles qui est condensé, qui est ramassé sur lui-même de façon à pouvoir être compacté dans les chromosomes. Et si on déroule l'ADN, donc là on voit que chaque barreau en fait correspond à une paire de bases, et que c'est l'enchaînement de ces paires de bases qui est unique pour chaque génome et qui permet de, admettons là, il va y avoir un premier gène, une longue séquence non codante qui correspond à une séquence entre les gènes, et on va avoir un autre gène un petit peu plus loin. Donc, la manière dont les gènes sont lus est par le biais d'énormes protéines, c'est comme une usine en quelque sorte, et une des enzymes les plus importantes est la polymérase, l'ARN polymérase. Donc l'ARN polymérase, comme son nom l'indique, c'est une protéine qui va permettre de polymériser l'ARN à partir de l'ADN. Donc son rôle est de lire la séquence de l'ADN et de transcrire la séquence de l'ADN. Donc elle va être obligée de l'ouvrir, et il y a
les briques qui vont permettre de copier. En fait, c'est un copiage de l'ADN fidèle en ARN. Vous voyez qu'il y a des toutes petites différences. Il y a une paire de bases qui est un petit peu différente, U, mais en gros, l'ARN est une copie conforme de l'ADN. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de faire ça? C'est parce que l'ADN est contenu dans les chromosomes qui sont contenus dans les noyaux et il ne sort pas de la cellule. On a besoin de ce code génétique, on a besoin de l'utiliser, mais on ne peut pas le faire sortir de la cellule parce que ça le rendrait trop vulnérable et puis ça serait beaucoup trop compliqué. Donc la cellule utilise ce moyen de copiage. Elle copie l'ADN en ARN et ensuite l'ARN va sortir du noyau pour être utilisé. Donc on voit un ARN là qui est fabriqué par le processus de la transcription. C'est un ARN messager dans ce cas-là parce que c'est un ARN qui a été fabriqué à partir d'un gène. Au départ, l'ARN est un tout petit peu grossier, il a des morceaux qui sont un petit peu inutiles, donc il va être coupé, collé, comme vous venez de voir, et ensuite l'ARN messager va sortir du noyau pour pouvoir être traduit en protéines. Donc on voit l'ARN qui va à nouveau ici être associé à une énorme machinerie qui sont des protéines, qui s'appellent les ribosomes. Et ce que les ribosomes vont faire, c'est lire la séquence lire la séquence de l'ARN, et la lecture se fait par triplet. Chaque 3 paires de bases la correspondent à un acide aminé. Et la manière dont cet ARN va être lu, c'est grâce à l'intervention d'ARN de transfert. Donc c'est eux aussi des ARN qui ont été fabriqués avant, qui sont présents, qui attendent là pour remplir leur rôle. Et chacun de ces ARN de transfert est attaché à un acide aminé. Donc il y a une vingtaine d'acides aminés dans l'organisme, et chaque acide aminé, cet acide aminé-là, va correspondre à cette séquence-là de paires de bases qui correspond à ce triplet qui est présent sur l'ARN. Donc petit à petit, l'ARN va être lu. Donc voilà l'acide aminé sur l'ARN de transfert. C'est un tout petit peu compliqué comme structure, mais peu importe. Le fait est que ce sont comme des cargos, c'est des machines qui apportent les acides aminés en fonction de la séquence. Donc, grâce au ribosome, l'ARN va être lu, triplet par triplet, et à chaque fois, on va apporter l'ARN de transfert qui contient le bon acide aminé. Malheureusement, les acides aminés ont tous la même apparence ici, mais ils sont chacun différents. Et une protéine va être assemblée par la succession d'acides aminés qui sont attachés les uns aux autres et qui vont être fabriqués petit à petit. Et au final, on a une protéine qui va ensuite être conformée de façon à lui donner son activité. Elle va être modifiée également. Mais voilà, donc on a le produit final de l'ADN. Donc j'espère que c'était clair. Donc maintenant, très clair. Vous comprenez à quoi sert le génome, le fait qu'il y ait certains gènes, donc seulement 1% de la séquence de l'ADN est en gène. Ce que je viens de vous montrer, ça concerne donc ces petits 1%, parce que tous les autres parties de l'ADN certaines de ces parties peuvent être transcrites en ARN, mais l'ARN ne va pas être traduit en protéines. On entend parfois l'idée d'ADN poubelle. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ça. Les gens, pendant longtemps, ont imaginé que les gènes sont importants, donc ces séquences-là sont importantes, mais tout le reste, les 99%, c'est de l'ADN poubelle, ça sert à rien. En fait, on a découvert il y a un petit moment maintenant que c'est pas du tout le cas, que ça c'est extrêmement utile pour réguler les gènes, et une grande partie de l'ADN soi-disant poubelle permet de fabriquer des ARN qui eux-mêmes vont réguler les gènes. Donc tout ce mécanisme existe dans toutes les cellules du corps, là en l'occurrence un neurone, mais ça existe également dans les gamètes, dans les oocytes, dans les spermatozoïdes. Et ça c'est pas complètement nécessaire. Donc voilà. Donc vous comprenez maintenant, j'espère, la différence entre le génome, qui est, on peut faire une analogie à un ordinateur. Le génome correspondrait au disque dur, c'est-à-dire ce qui est gravé dans notre ordinateur. Et l'épigénome correspondrait au logiciel, c'est-à-dire tous ces petits éléments, ces programmes qui permettent de lire le génome de façon différente
en fonction du type de facteur et qui peuvent également le modifier. Un autre type d'analogie est un livre dans une bibliothèque et des lecteurs. C'est-à-dire que les livres de la bibliothèque vont avoir des textes qui sont immuables et que selon la personne ou les personnes qui vont lire chaque livre et chaque page du livre, l'interprétation peut être différente et ce qu'on va en faire de ce texte peut être différent également. Donc en gros, c'est la distinction entre le génome et l'épigénome. Et une propriété extrêmement importante pour ce qui concerne les traumatismes, c'est que l'épigénome est dynamique et l'épigénome peut être modifié en fonction de l'exposition à certains facteurs, et notamment les traumatismes peuvent altérer l'épigénome dans les cellules somatiques, mais également dans les cellules germinales. Et c'est ce que je vais vous montrer maintenant, comment, avec des expériences dans un laboratoire de recherche, en utilisant un modèle de souris, on a démontré que les traumatismes altéraient l'épigénome de façon persistante dans les cellules germinales et que ça peut expliquer la transmission de symptômes de traumatisme à travers les générations. Donc c'est le fruit du travail de mon laboratoire en grande partie, mais il y a d'autres laboratoires dans le monde qui travaillent sur l'effet de l'exposition à des traumatismes chez l'animal. Mais l'une des propriétés de notre modèle est qu'on voit une transmission des symptômes de traumatisme jusqu'à la 5e génération. Donc je reprends le concept. Le concept est si un organisme est exposé à une expérience traumatique, ça peut aussi s'appliquer à un problème nutritionnel, par exemple à la malbouffe, à un régime alimentaire trop riche en lipides, l'exposition à des perturbateurs endocriniens, exposition à la fumée de cigarette ou à l'alcool, aux drogues. Il y a toute une multitude de facteurs environnementaux, comme je vous ai montré tout au début de la présentation, qui peuvent altérer l'épigénome. Donc ce traumatisme va affecter chaque cellule de l'organisme. Parce qu'il n'y a aucune raison que ça affecte plus le cerveau qu'autre chose. Et en fait, on sait que que les conséquences du traumatisme sont multiples. Et que souvent, ce n'est pas associé que à des maladies psychiatriques, mais c'est comorbide. C'est-à-dire qu'il va y avoir problèmes cardiovasculaires, problèmes d'obésité, une plus grande incidence de cancer, par exemple. Il y a tout un tas d'autres symptômes qui peuvent se révéler chez les gens qui ont été exposés à un traumatisme fort dans leur enfance. Donc ce qui nous intéresse ici, c'est comment le traumatisme peut affecter les cellules germinales. Donc là, c'est juste des tubules qui montrent comment les spermatozoïdes sont fabriqués. Admettons que ces spermatozoïdes qui sont exposés au traumatisme vont avoir leur épigénome altéré. Si ces altérations persistent, elles pourront être responsables de l'expression de symptômes de traumatisme dans la 2e génération. Et si les spermatozoïdes de cet animal, de ce fils, contiennent aussi une trace des modifications épigénétiques qui sont dues au traumatisme, on peut considérer peut-être la possibilité que ça soit transmis à la 3e génération, voire la 4e, voire la 5e. Et voilà, donc si on représente ça au niveau épigénétique, donc admettons que le trauma va altérer peut-être la méthylation de l'ADN en mettant plus ou moins sur le génome. Peut-être que ça va altérer les modifications des protéines histones. Il y en a tout un tas, il y a des centaines de modifications de protéines histones. C'est possible que certaines d'entre elles soient altérées. Et les ARN non codants dans le cytoplasme ou dans le noyau, tout autour du génome. Donc tous les facteurs sont présents pour capturer les effets du traumatisme et conserver en mémoire ces effets du traumatisme. Donc dans les neurones, mais également dans les cellules germinales, même si la chromatine est un tout petit peu différente, là il y a moins de protéines histones que dans les cellules du cerveau, mais il y a quand même des protamines ici qui peuvent aussi être modifiées. Donc une cellule de spermatozoïde, en principe, dispose de tous les facteurs et tous les mécanismes qui pourraient être altérés par un traumatisme sévère pendant l'enfance, et rester altérés de façon à transmettre ça à la progéniture. Donc, bien que le concept soit relativement facile à saisir, ce que je vous dis semble plus ou moins évident, mais ça a pris quand même quasiment 20 ans, voire 20 ans pour
aboutir à cette conclusion et pour développer cette théorie, parce que au départ, c'était pas tout à fait envisageable que les mécanismes épigénétiques dans les cellules germinales puissent être altérés de cette façon. Là c'est juste une diapositive pour faire un lien avec l'être humain et l'intérêt d'utiliser la recherche chez les animaux pour tester essayer de mieux comprendre les conséquences des traumatismes. C'est extrêmement important parce qu'on sait que les traumatismes dans l'enfance, les violences familiales, que ce soit des violences verbales, violences physiques, abus physiques, abus sexuels, l'abandon, la négligence émotionnelle dans l'enfance ou dans l'adolescence ou des événements extrêmement tragiques peuvent altérer la santé mentale des enfants, des adolescents dans la vie adulte et que souvent les maladies psychiatriques sont dans les familles et que malgré des dizaines, des centaines, voire des milliers d'études d'associations génétiques, on n'a pas vraiment découvert le gène de la dépression, le gène de la schizophrénie, et qu'en réalité, c'est vraiment une combinaison entre des facteurs génétiques et des facteurs environnementaux. Donc, pour essayer de comprendre quel mécanisme épigénétique pourrait intervenir, pour expliquer pourquoi les traumatismes ont des effets qui peuvent éventuellement être transmis à travers les générations, on a développé un modèle de souris de traumatisme précoce. Ce modèle est basé sur la séparation de petits. Donc vous voyez des petits ici qui sont isolés de leur mère. Donc on les isole de leur mère de façon imprévisible, c'est-à-dire à n'importe quelle heure de la journée, sans qu'ils ne sachent du tout quand, pendant 3 heures par jour, et de 1 jour après la naissance jusqu'à 2 semaines de vie. Un souriceau comme ça peut être sevré à l'âge de 3 semaines. C'est-à-dire qu'ils ont besoin de leur mère, ils commencent à s'alimenter eux-mêmes à peu près à 2 semaines, mais la manipulation que l'on a de la naissance, 1 jour après la naissance jusqu'à 14 jours, ça correspond à environ 2/3 de leur vie pas pré-adulte, mais ça correspondra à l'enfance jusqu'à l'adolescence chez l'être humain. Et dans la manipulation, en plus de séparer les petits de leur mère de façon imprévisible, on soumet la mère à un stress qui est également imprévisible, c'est-à-dire pendant les 3 heures, à n'importe quel moment pendant ces 3 heures, on la place dans un tube de contrainte où elle est comprimée, elle peut plus bouger, ce qui est extrêmement stressant parce qu'elle sait qu'il y a de ces petits quelque part pas loin, ou alors on la met dans un récipient d'eau froide pendant quelques minutes, et ça de façon aléatoire. Donc le paradigme s'appelle MSUS, c'est l'abréviation de séparation maternelle imprévisible combinée à au stress maternel imprévisible. C'est l'acronyme en anglais. Donc ensuite on a observé ou essayé d'examiner les conséquences à travers les générations. Donc la manipulation n'est soumise qu'à la première génération. Ces petits qui ont eux-mêmes été séparés, on attend qu'ils soient adultes et ensuite on les croise avec si par exemple on prend les mâles, on les croise avec des femelles qui sont primipares, qui n'ont jamais eu de petits, qui n'ont pas été stressées, donc des femelles contrôle pour obtenir la deuxième génération. Ensuite on poursuit les croisements, on prend ce mâle F2 que l'on croise à nouveau avec des femelles qui sont contrôle, qui sont pas les mêmes que celles-ci, c'est des nouvelles femelles, et pour obtenir la troisième génération, et ainsi de suite. On est allé jusqu'à la 6e génération. Donc l'idée est de tester le comportement, le métabolisme et de faire toutes les analyses qui nous intéressent et qui ont un sens en relation avec les traumatismes chez les générations suivantes. Donc je vais vous montrer rapidement quelques-uns des résultats les plus importants. Au niveau comportemental, c'est connu chez l'être humain que des personnes qui ont été exposées à des traumatismes dans l'enfance ont souvent des comportements à risque. Et donc on a testé la possibilité que nos animaux avaient aussi des comportements moins précautionneux lorsqu'ils sont placés dans des environnements qui sont potentiellement dangereux. Et on peut tester ça relativement facilement avec ce labyrinthe, qui est un labyrinthe en croix, qui est élevé, donc qui est assez aversif, parce que les souris à la base, où il y a pas mal de lumière, une souris aime les recoins sombres. Donc là, il y a de multiples
paramètres qui font que c'est assez aversif et c'est assez dangereux. Donc une souris normale, on va la poser initialement au centre de l'arène et une souris normale va immédiatement se précipiter dans les bras fermés, va les explorer et au bout d'un moment elle va oser entrer sur les bras ouverts et puis oser les explorer. Donc on mesure le temps passé dans les bras fermés, dans les bras ouverts et là combien de temps ça leur prend pour oser explorer les bras ouverts. Et ce qu'on a observé chez nos animaux, c'est que elles entraient, elles s'exposaient sur les bras ouverts de façon beaucoup plus rapide. C'est-à-dire qu'il y a moins d'évaluation de risque sur ce labyrinthe et elles passent beaucoup plus de temps sur les bras ouverts. Et ça, non seulement les animaux adultes qui ont eux-mêmes été exposés au traumatisme quand ils étaient plus jeunes, mais également leur progéniture directe, la progéniture de la progéniture et jusqu'à la 4e génération. On a testé récemment la 5e génération et ce phénotype est toujours présent chez les animaux de la 5e génération par la lignée paternelle. À la 6e génération, ça commence à s'atténuer. En tout cas, ce que ces résultats montrent, c'est que la prise de risque est une conséquence de l'exposition des ancêtres au traumatisme qui persiste vraiment à travers les générations. Les animaux ont aussi des comportements... Je vais essayer les vidéos, là, si ça marche, c'est fantastique. Non, tant pis. Chez l'être humain, les profils de dépression sont souvent aussi reliés à des traumatismes dans l'enfance. Et chez la souris, il y a une tâche qui a été développée dans les années 70 par M. Porsolt qui permet de tester les comportements de désespoir. On place une souris dans un récipient d'eau froide et puis la souris va nager. Et au bout d'un certain temps, si elle est déprimée, elle va adopter une posture de flottaison, c'est-à-dire qu'elle va se mettre à flotter. Et on mesure combien de temps ça leur prend de se mettre à flotter et combien de temps elles flottent. Et c'est un indice assez précis des comportements dépressifs. Si on les injecte avec un antidépresseur, on reverse, on corrige ces comportements dépressifs. Une souris normale va nager, si on la laisse pendant 3-4 minutes, elle va nager pour essayer de s'échapper. Et ce qu'on a vu dans notre modèle animal de traumatisme, c'est que les animaux ont des profils de dépression qui sont transmis jusqu'à la 3e génération. Ça disparaît à la 4e et la 5e génération. En plus, je ne vais pas le montrer là aujourd'hui, mais les animaux ont aussi des problèmes de mémoire, ils ont des problèmes de comportements sociaux, elles ont aussi des problèmes d'analgésie, c'est-à-dire qu'elles sont moins sensibles à la douleur. En plus des comportements, des altérations de comportement, les souris ont aussi un métabolisme altéré, c'est-à-dire qu'elles ont moins, on voit là par exemple la quantité d'insuline et la quantité de glucose, je ne vais pas entrer dans les détails, mais en fait elles ont moins de glucose et moins d'insuline dans le sang de façon constante. Et c'est un symptôme qui persiste jusqu'à la 3e génération. Là je vous montre des résultats pour la 2e génération, mais c'est également présent chez la 3e génération. Donc globalement des altérations de comportement, des altérations du métabolisme du glucose et il y a également des altérations du métabolisme des lipides. Là, ces résultats, donc c'est un tableau qui est peut-être un petit peu sec, mais en tout cas, ce qui montre, c'est que le résultat d'une expérience qui a pris quelques années, on a prélevé le sang des animaux directement exposés quand ils étaient souriceaux et directement exposés à l'âge adulte, donc exposés souriceaux à l'âge de 8 jours, exposés adultes, donc des mois après l'exposition au traumatisme, et des adultes de leurs enfants adultes. Et on a fait une analyse métabolomique à large spectre, c'est-à-dire qu'on a regardé tous les métabolites dans le sang qui sont altérés, on les a mesurés. Et ce qu'on voit ici, c'est que le métabolisme des lipides et des stéroïdes est altéré. De façon opposée chez les petits directement en train d'être traumatisés et chez les adultes, mais ça c'est probablement dû à un effet de rebond. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que le métabolisme des lipides est altéré chez les adultes et les altérations persistent dans leur progéniture. C'est-à-dire que dans le sang, on peut voir que des facteurs métaboliques sont altérés chez les animaux directement exposés au traumatisme, ainsi que dans leur progéniture. Donc c'est un marqueur sanguin
extrêmement fiable et qui est important et qui reflète une altération métabolique générale dans l'organisme. Et c'est vraiment intéressant parce que on se dit alors quelles peuvent être les conséquences d'altération des lipides, des acides gras, en l'occurrence ici ce sont des acides gras polyinsaturés. Qu'est-ce que ces acides gras polyinsaturés ont à faire avec l'ADN, avec la chromatine? Or, il y a un lien quasiment direct. C'est-à-dire que les acides gras sont des ligands de récepteurs nucléaires. On sait qu'un certain nombre d'acides gras peuvent se lier à des récepteurs spécifiques, qui sont des récepteurs qui sont à la surface des cellules. Donc vous vous souvenez, dans la vidéo, on a commencé par l'extérieur de la cellule. Donc ces récepteurs sont à l'extérieur de la cellule. Donc ils peuvent être vus et liés, ils peuvent être entrés en contact avec les lipides qui sont présents dans le sang. Et lorsqu'ils se lient à leur ligand, le complexe ligand, c'est-à-dire lipide-récepteur, va entrer dans la cellule jusque dans le noyau et est capable de se lier à la chromatine. C'est une des propriétés des récepteurs nucléaires. Ce sont des récepteurs qui sont à la surface des cellules, mais qui peuvent être transportés à l'intérieur de la cellule jusque dans le noyau, jusqu'à l'ADN, pour s'y fixer. Donc vous voyez le lien direct entre l'extérieur de la cellule, les acides gras, et l'intérieur de la cellule, la chromatine qui nous intéresse. Donc quels pourraient être les mécanismes responsables de la transmission des traumatismes précoces des animaux directement exposés, c'est-à-dire des mâles par exemple, en l'occurrence, transmission à leur progéniture. Je vais vous montrer des résultats qui indiquent que l'ARN dans les cellules gamétiques est un facteur de cause à effet. Donc vous vous souvenez l'image du spermatozoïde, donc avec le noyau, la chromatine, l'ADN. Je vous ai indiqué qu'il y avait des ARN non codants qui sont présents tout autour de la chromatine. Donc là, ce sont des ARN des non codants, des petits ARN non codants et des ARN messagers. Donc l'ARN, ce sont des molécules qui sont des copies conformes de l'ADN, qui sont transcrites à partir de l'ADN. Donc l'ADN est lu et l'ARN est fabriqué, qu'il soit messager ou non codant, et une certaine quantité d'ARN persiste dans les cellules germinales. C'est-à-dire les cellules du spermatozoïde, en fait, ont des quantités énormes d'ARN. Des populations différentes, qui peuvent être des petits ARN et des ARN relativement longs. Et jusqu'aujourd'hui, on ne savait pas vraiment à quoi ces ARN servaient. Donc, avec l'hypothèse que les cellules spermatozoïdes, c'est-à-dire ces spermatozoïdes qui viennent d'un mâle qui a été traumatisé, on a émis l'hypothèse que peut-être que le traumatisme altère toute cette population d'ARN. Il y en a avoir peut-être trop de certains nombres et pas assez d'autres, et ça va après la fertilisation. On sait que lors de la fertilisation, lorsque le spermatozoïde fusionne avec l'oocyte, tout ce qui est à l'intérieur du spermatozoïde entre dans l'oocyte. C'est-à-dire que non seulement l'ADN, qui est le bagage génétique, est indispensable, mais également tous les facteurs épigénétiques. Donc s'il y a une altération de ces facteurs épigénétiques dans les cellules spermatozoïdes à cause d'un traumatisme, c'est bien possible que ces altérations soient transférées à l'oocyte qui vont, après fertilisation, donner naissance à l'embryon. Donc c'est sur cette idée-là qu'on a travaillé. Donc en utilisant des techniques de séquençage de l'ARN, on a regardé dans les cellules de spermatozoïdes des mâles qui ont été traumatisés s'il y avait des changements. Or là, bon, c'est des graphiques qui ne veulent peut-être pas dire grand-chose, mais ce qu'on voit, c'est que, par exemple là, on voit une différence entre les souris contrôle, donc c'est l'ARN de spermatozoïdes, de souris contrôle, de mâles contrôle, ces 3 échantillons, et de mâles traumatisés. Donc on voit qu'il y a une nette différence. Ça reflète le fait que certains ARN sont en excès dans les spermatozoïdes des mâles traumatisés et d'autres ne sont pas suffisamment. D'autres leur quantité est diminuée. Donc il y a une perturbation assez globale de la population d'ARN dans les spermatozoïdes des mâles traumatisés. Ça, c'est juste une autre technique qui nous permet de confirmer, en effet, que dans les cellules germinales, dans les spermatozoïdes, ça, c'est des ARN spécifiques.
Chaque ARN a un petit nom, en quelque sorte. Et ça, c'est des petits ARN qui sont désignés par un chiffre. Et on voit qu'on peut reproduire, on voit en effet que leur quantité est augmentée, en tout cas pour ceux qu'on a regardés, ces 5-là, dans les cellules germinales. Or, on peut se poser la question, est-ce que ces changements d'ARN ne sont que dans les cellules germinales? Est-ce qu'ils sont présents ailleurs? Et en fait, oui. Si on regarde le sérum, exactement les mêmes mâles, on voit que les mêmes ARN sont altérés de façon opposée, mais c'est pas grave parce qu'on sait que la régulation des ARN est différente dans les cellules germinales et ailleurs dans le corps. Donc exactement les mêmes ARN qui peuvent être utilisés comme des marqueurs, en fait, on voit qu'ils sont altérés dans le sérum, mais ils sont aussi altérés dans le cerveau. Donc des mâles directement traumatisés, mais aussi dans leur progéniture, en tout cas certains. Donc ces résultats montrent que les ARN dans les cellules germinales et ailleurs dans le corps sont altérés par des traumatismes dans l'enfance. Donc là on parle d'animaux adultes, c'est-à-dire des mois et des mois après l'exposition au traumatisme. Donc ce sont des altérations qui sont persistantes dans le temps chez les animaux eux-mêmes exposés, mais qui sont persistantes aussi d'une génération à une autre. Donc c'est extrêmement intéressant parce que ça montre qu'en effet, certains mécanismes épigénétiques peuvent souffrir de l'exposition au traumatisme et peuvent rester altérés pendant longtemps dans les cellules germinales de façon à être transmis à la deuxième génération. Maintenant, est-ce que tout ça ne reste que corrélatif? C'est-à-dire que on sait que les animaux qui ont été traumatisés ont des ARN altérés dans leur spermatozoïdes. Rien ne nous dit que ce sont ces ARN dans les spermatozoïdes qui sont responsables du passage de l'information à la progéniture. Et comment est-ce qu'on peut démontrer le lien de cause à effet? La seule manière est de reproduire ces altérations d'ARN dans les cellules germinales, dans les spermatozoïdes. C'est-à-dire l'idée, ce serait de prendre des spermatozoïdes et puis de modifier leur bagage en ARN, s'arranger pour qu'ils soient altérés de façon identique à ce qui se passe chez les animaux traumatisés, prendre ces spermatozoïdes, faire de la fécondation in vitro par exemple, ou de l'assimilation artificielle pour obtenir une progéniture. Or ça, techniquement, c'est pas possible. On peut pas manipuler l'ARN de spermatozoïdes parce que c'est beaucoup trop petit et puis c'est pas possible de le faire. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est travailler sur l'étape suivante, c'est-à-dire un œuf fertilisé. Admettons qu'on a un œuf fertilisé, contrôle. C'est-à-dire que voilà, le spermatozoïde a fusionné et ça c'est un œuf qui va donner naissance à un embryon. Il va se développer immédiatement dans l'organisme de la souris et puis donner naissance à un embryon. Maintenant, si on prend cet œuf, on le met dans une boîte de pétri, donc on prend mâle, femelle, on les croise, on utilise la femelle, on sacrifie la femelle pour prélever ses œufs fertilisés. On prend ces œufs et dans une boîte de pétri, on va les injecter avec de l'ARN qui provient de spermatozoïdes de mâles qui ont été traumatisés. Ensuite, ces œufs, après injection, on va les transférer dans une femelle qui est préparée hormonellement par chirurgie, c'est une technique assez simple. Et ensuite, on attend que les petits se développent et la femelle donne naissance aux petits. Donc on a là des petits qui sont issus d'œufs fertilisés qui ont été injectés avec l'ARN de mâles traumatisés. Donc l'idée est que si l'ARN de ces mâles traumatisés est altéré de façon à porter un message qui va être communiqué à l'embryon contrôle et qui va perturber son développement de façon à ce que des symptômes de traumatisme soient reproduits ou affectent cet animal, ça aura prouvé que les ARN des spermatozoïdes contiennent un message qui peut en effet passer de l'information à la progéniture suivante. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a obtenu ces animaux-là, mais non seulement eux, mais également on les a croisés avec des souris contrôle pour voir si l'effet qu'on aurait éventuellement observé pouvait être perpétué. Et en fait, c'est en effet le cas. Si on teste ces animaux, donc qui sont encore une fois issus d'œufs fertilisés, contrôle, injectés avec de l'ARN de spermatozoïdes de mâles traumatisés, on voit qu'ils ont eux aussi des profils dépressifs, des profils de prise de risque, tout comme les mâles desquels l'ARN de spermatozoïdes a été extrait.
non seulement ces animaux-là qui sont directement issus de ces œufs injectés, mais également leur progéniture. On voit ici le profil dépressif qui affecte également ces animaux de la deuxième génération. Leur glycémie est aussi altérée de façon identique, c'est même un effet plus prononcé que chez les animaux qui sont directement exposés au traumatisme. On voit qu'il y a moins d'insuline et il y a moins de glucose. Donc ça prouve que l'ARN de spermatozoïdes de mâles traumatisés contient un message qui est suffisant pour reproduire certains symptômes dans la progéniture. Donc je vais terminer en présentant quelques études qui ont été faites chez l'homme. Il y a encore très peu de travail qui a été fait chez l'homme en relation avec le traumatisme, surtout au niveau épigénétique. C'est-à-dire on sait que, par exemple, des descendants de personnes qui ont été exposées à l'Holocauste ont une plus grande susceptibilité aux maladies psychiatriques et aux maladies métaboliques. Il y a Madame Rachel Yehuda qui travaille à New York, qui a passé sa carrière complète. Elle est pour travailler sur les descendants de l'Holocauste, des personnes qui ont été exposées à l'Holocauste. Elle est elle-même d'origine juive et sa famille a fui aux États-Unis au moment de la Deuxième Guerre mondiale. Et ses travaux, depuis 30 ans, ont vraiment montré que les descendants de l'Holocauste, première et deuxième génération, sont plus sujets à des maladies psychiatriques que la population normale. Un petit peu plus récemment, il y a le groupe de Larry Fye qui a démontré qu'il a eu accès à des échantillons de spermatozoïdes d'hommes qui avaient été exposés à un stress précoce et ils ont fait quelques analyses épigénétiques et ils ont observé qu'il y avait 2 micro-ARN. Ils ont juste regardé 2 micro-ARN qui étaient altérés dans ce spermatozoïde. Mais globalement, aujourd'hui, il y a très peu de preuves que les mécanismes épigénétiques ou les facteurs épigénétiques sont altérés chez les gens exposés à des traumatismes, que ce soit des traumatismes de guerre ou des traumatismes dus à des violences dans l'enfance, ou des traumatismes de différentes natures. Donc, pour nous, c'est important, bien sûr, de générer de la nouvelle connaissance et de comprendre les mécanismes, mais c'est aussi important de nous assurer que que nos découvertes soient valides pour l'être humain. Et j'ai essayé les 10 années passées à trouver des collaborateurs cliniciens pour établir une cohorte de patients traumatisés, mais il s'avère que c'est vraiment compliqué. Donc on a décidé à un moment d'assembler notre propre cohorte, et j'ai la chance dans le laboratoire d'avoir un jeune homme qui est originaire de Lahore au Pakistan et qui est lui-même médecin et qui a proposé d'essayer d'avoir accès à des enfants traumatisés. Donc voilà, c'est Ali Javaïd, ce doctorant qui est maintenant prof assistant, il vient d'avoir un poste, et il est allé il a essayé de tirer parti des villages de SOS des enfants. Vous avez peut-être sûrement, quand on prend l'avion, parfois les hôtesses passent avec une cagnotte pour donner au SOS Children's Village. Donc c'est des orphelinats, qui ont été fondés dans les années 70, initialement au Pakistan, qui maintenant sont présents partout dans le monde. Et ce qu'a fait Ali, c'est d'essayer de convaincre la direction des SOS Children's Village de nous donner accès aux enfants afin de pouvoir leur faire remplir des questionnaires de traumatisme dans l'enfance et de leur faire donner du sang et de la salive pour des analyses épigénétiques. Donc il est allé au Pakistan 3 années de suite pendant plusieurs mois. Il a réussi à assembler une cohorte de maintenant environ 100 enfants qui comprend également des contrôles. Donc les enfants contrôles sont des enfants qui fréquentent la même école que ces enfants orphelins, mais qui vivent en famille, qui n'ont pas été soumis à aucun traumatisme. La caractéristique des enfants qu'on a choisis pour la cohorte, on a essayé de se rapprocher le plus possible de notre modèle animal. Donc ce sont des enfants qui ont perdu leur père et qui ont été séparés de leur mère. Et ce qu'on a observé, c'est beaucoup de similitudes avec notre modèle animal. Au niveau comportemental, les enfants ont plus de peur, d'anxiété, mais également au niveau métabolique. On voit que les métabolites du sang et de la salive
les acides gras polyinsaturés sont également altérés, en tout cas là dans la salive et dans le sérum. Donc en partie des similitudes entre les altérations métaboliques que nous avons vues chez nos souris et ces enfants traumatisés. Et le résultat le plus important est que mince, j'ai pas la diapositive, mais on a vu que les ARN, les micro-ARN qu'on avait identifiés comme étant altérés dans le dans le sang des souris sont également altérés dans le sang des enfants. Donc une similitude également à ce niveau-là. Et je vais terminer avec une dernière diapositive pour montrer le lien entre le sang qui est chargé d'éléments de traumatisme et les spermatogonies, donc les cellules germinales, les cellules souches germinales. Si on prend des spermatogonies en culture, c'est-à-dire qu'on a une boîte de pétri avec des spermatogonies qui sont dedans, on traite ces spermatogonies avec du sang de souris traumatisées, ce qui est là, ou d'enfants traumatisés, nos enfants du Pakistan. On voit ça conduit à une altération des ARN, de certains micro-ARN, surtout celui-ci, le micro-ARN 375. Que les spermatozoïdes soient traités avec du sang de souris traumatisées ou du sang d'enfants traumatisés. Avec le sang d'enfants traumatisés, on voit une altération aussi d'un autre micro-ARN. Donc ça montre qu'il y a vraiment un lien entre les composés altérés du sang et les micro-ARN dans les cellules spermatogonies. Donc c'est un lien causal, un lien corrélatif pour le moment, mais en tout cas voilà, le sang d'individus exposés au traumatisme peut conduire à des altérations de l'épigénome dans les cellules germinales. Donc je vais terminer avec des conclusions brèves. Donc je vous ai montré que les facteurs épigénétiques, notamment l'ARN, sont altérés par les traumatismes précoces dans les cellules germinales, mais dans le cerveau et dans le sang. On sait que c'est le cas cellules germinales et sang pour l'être humain et les souris. Pour le cerveau, on sait pour le souris, mais pas pour les êtres humains. Quoique, il y a un collègue au Canada qui a fait des études sur des personnes qui sont décédées par suicide, et il y a certains facteurs épigénétiques qui sont altérés dans le cerveau de ces personnes. Nos résultats montrent que l'ARN des cellules germinales est responsable de la transmission de certains symptômes aux descendants, et que des altérations épigénétiques comparables sont observées chez les souris et chez les enfants exposés au traumatisme. Les perspectives pour l'homme, donc cette recherche bien sûr est quand même un petit peu au début. On a encore beaucoup de choses à faire pour comprendre de façon un peu plus fine les mécanismes de l'influence de l'environnement sur les cellules et l'organisme, pour faire la distinction entre l'inné et l'acquis. Mais on espère prochainement pouvoir identifier des marqueurs biologiques des maladies, dans notre cas des maladies qui sont la conséquence de l'exposition à un traumatisme pendant l'enfance, afin peut-être de pouvoir développer des outils de diagnostic thérapeutiques. Pour l'évolution, ça a une importance pour l'évolution, ça me prendrait un petit peu de temps pour développer, donc je vais en rester là, mais si quelqu'un s'intéresse à cette question, je veux bien en discuter. Voilà, je termine avec une diapositive pour remercier toutes les membres de mon équipe et surtout les 4 personnes, parce qu'il y a aussi Gretchen qui est encore dans le labo à l'heure actuelle, mais Isabelle Weiss est la personne qui a développé le modèle animal. Tamara et Katharina sont des personnes qui ont démontré l'altération des facteurs épigénétiques dans le cerveau, dans les cellules germinales, et Katharina a fait tout le travail sur l'ARN. Et Gretchen a développé en utilisant le même modèle, elle a démontré une autre chose dont j'ai pas parlé encore ici, mais que le sang des animaux traumatisés, si il est injecté à des souris contrôle, peut aussi induire l'expression de traumatisme, des symptômes de traumatisme dans la progéniture. Mais bon, c'était un autre aspect, un autre volet des mécanismes de transmission. On a des collaborateurs fantastiques, surtout Eric Miska à l'Institut Gurdon aux États-Unis. En Angleterre, pardon, et puis toutes les fondations, l'école polytechnique, l'université de Zurich qui financent notre recherche. Voilà, et je vous remercie vraiment beaucoup pour votre patience. Le temps, voilà, il est déjà 10h25, j'ai pris un petit peu plus de temps que prévu peut-être, mais je serais ravie de répondre aux questions si vous voulez.
Merci beaucoup, madame, pour cette très riche intervention et encore toutes nos excuses, vraiment pour les soucis techniques, et on aura un peu de temps pour les questions, on va dépasser un peu, il n'y a pas de raison. Donc voilà, ces dernières années, effectivement, il y a eu beaucoup de littérature sur le poids allostatique, c'est-à-dire les conséquences somatiques et psychiques des événements d'adversité précoce. Mais là, vous avez encore rajouté autre chose dans cet escarcelle, c'est le côté mise en évidence de l'impact de tous ces traumas, ces événements de vie, mais aussi de l'environnement sur l'épigénétique, donc le caractère transmissible aux générations suivantes des conséquences de ces événements de vie et de ces expositions environnementales. Alors, effectivement, avant d'arriver à votre avant-dernière slide, je m'étais posé cette question que nous posons souvent en psychiatrie, en psychologie, de l'inné et de l'acquis, comment faire la différence. Eh bien, nous voilà avec une piste supplémentaire, et puis avec cette question suivante, comment impacter autrement, finalement, comment presque faire machine arrière, enfin, c'est pas machine arrière, mais aller à autre chose par rapport à ce capital épigénétique pour justement permettre à la génération encore d'après de ne pas en souffrir autant, on va dire. Donc, est-ce qu'on peut avoir... Peut-être il y a des questions dans la salle ? Oui, alors moi j'ai trouvé ça très intéressant et je voulais savoir du coup justement plus fort. Je voulais savoir dans les perspectives en fait que vous énonciez s'il y avait effectivement des études qui existaient aussi sur la réversibilité de ces effets et si oui, de quelle manière cela pourrait se produire, parce qu'effectivement ce qu'on entend là c'est que effectivement étant inscrit dans ce patrimoine, comment s'en défaire à un moment donné. Voilà. Et si éventuellement, alors étant psychologue, je me pose aussi la question, certaines thérapies, psychothérapies ont des effets aussi, voilà, pourquoi pas. Est-ce que vous avez bien entendu ? Non, pas de problème. Alors, en fait, c'était un peu ce que je disais en conclusion, c'est que c'est ce côté ou réversibilité ou aménagement autrement pour justement sortir de cette espèce de schéma d'inscription des conséquences de ces traumas. En fait, c'est une des caractéristiques de l'épigénome, c'est que c'est réversible. C'est dynamique, c'est modifiable et c'est réversible. Contrairement à une mutation génétique, une fois que le gène est muté, on ne peut pas le réverser. À part par thérapie génique, mais c'est pas encore appliqué chez l'homme. On a testé un petit peu l'idée dans une étude pilote il y a quelques années qu'on a publiée. On est en train de refaire l'expérience, mais l'idée était de savoir si l'exposition à un environnement enrichi pourrait éventuellement corriger les symptômes, et si c'est le cas, est-ce que ça correspondrait à une correction des altérations épigénétiques. L'environnement enrichi chez les souris comme chez l'être humain, ce soit un enrichissement social, intellectuel, physique, par du sport, c'est connu, c'est examiné de façon assez quantitative et qualitative chez les modèles animaux. On sait que ça améliore le comportement, ça améliore la santé de façon générale. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a soumis les animaux au traumatisme en utilisant le protocole que je vous ai montré pendant 2 semaines, de 1 jour après la naissance jusqu'à 14 jours après la naissance. Ensuite, on les a laissés avec leur mère pendant 1 semaine jusqu'au sevrage. Et au sevrage, on les a séparés de leur mère normalement, puisqu'ils sont suffisamment grands pour ne plus avoir besoin de leur mère. Et on les a mis dans des cages enrichies. Donc la moitié des animaux dans des cages enrichies et l'autre moitié dans des cages classiques, standards, qui sont assez pauvres en fait. Les cages enrichies, ce sont des larges cages où les animaux sont en groupes sociaux, ils sont entre 8 et 12, où il y a 2 étages, il y a des jeux, il y a des labyrinthes, un labyrinthe pour atteindre la nourriture, il y a des roues pour courir. C'est un environnement qui est extrêmement riche, agréable, qu'on modifie, qu'on change tous les 2-3 jours. Donc, toutes les possibilités pour avoir une vie douce et agréable. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on les a laissés dans ces cages enrichies pendant quelques mois, et on a ensuite examiné leur comportement plusieurs mois après, et on a vu, et on a croisé, on a pris ces mâles, les mâles qui ont été enrichis, et on les a croisés pour obtenir une progéniture. Donc on a vu que non seulement les mâles qui avaient été traumatisés avant d'être exposés à l'environnement enrichi n'exprimaient pas de symptômes de dépression. On a regardé le risque, on n'a pas regardé la dépression, on a regardé le risque. N'avaient plus les symptômes de prise de risque, comme les animaux, comme leurs frères qui ont été exposés au même traumatisme, et leur progéniture était également épargnée par les symptômes liés au traumatisme. On a fait une petite étude épigénétique sur un gène en particulier qui est lié au stress, et on a vu que les modifications épigénétiques qui étaient présentes
dans les spermatozoïdes de mâles qui avaient été traumatisés. Elle n'était plus présente dans les spermatozoïdes des mâles qui ont été traumatisés puis enrichis, ni non plus dans le cerveau de leur progéniture. Donc c'est une étude pilote, encore une fois qu'on est en train de répéter à plus grande échelle, mais qui est assez encourageante, mais qui dans le fond n'est pas surprenante parce que, comme je le disais, les marques épigénétiques sont réversibles. Donc si elles sont altérées par des facteurs négatifs, il n'y a aucune raison pour qu'elles ne soient pas altérées, corrigées par des facteurs positifs. Donc en effet, il y a de l'espoir. Maintenant, traduire ça ou passer ces résultats à l'homme, il y a encore un grand pas à faire. Mais par exemple, ce qui est tout à fait envisageable, ce qui serait tout à fait envisageable, c'est de faire des prélèvements sanguins. Admettons qu'on arrive à avoir une liste de marqueurs aisément identifiables dans le sang de personnes qui ont une forte dépression et qui ont été soumis à un traumatisme dans leur enfance, et qui soient traités par psychothérapie ou par différentes méthodes, et qu'on puisse suivre ces marqueurs épigénétiques, par exemple une liste de micro-ARN, tout au long de la psychothérapie. C'est peut-être possible, on pourrait éventuellement arriver à avoir une amélioration des symptômes qui correspondrait à une disparition ou une correction des altérations épigénétiques dans le sang. Ça, c'est un peu une image idyllique de l'approche, mais ce serait tout à fait possible. D'accord. Merci beaucoup. Alors, il y a une partie de la salle qui aurait aimé que vous remettiez la slide, je pense que c'est la 30 de votre conclusion. Que je remette la 30. La 30. Je pense. Celle d'avant, je pense. Je sais pas. Oui. Voilà. Merci beaucoup. Et puis effectivement, il y a de l'espoir. Et puis bon, nous on parlait de résilience avant, d'autres choses comme ça. On sent effectivement tout ce que vous avez dit, le côté enrichissement, qu'il soit social, intellectuel, physique, peut heureusement jouer. Et on est rassuré de voir qu'il peut jouer aussi évidemment du côté épigénétique. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui. Donc déjà, merci beaucoup pour votre présentation. C'est une question qui est peut-être un petit peu naïve, mais je me demandais s'il y a eu des études ou s'il est possible que ces marqueurs épigénétiques puissent être modifiés par des traitements médicamenteux. Je vous la répète. La question était, est-ce qu'il y a des études qui ont montré des modifications de l'épigénétique en secondaire à des traitements médicamenteux? Oui. Il y a toute une série d'études qui ont examiné l'influence des antidépresseurs sur des marques épigénétiques dans le sang. Et les antidépresseurs, alors je n'ai pas la liste détaillée de tous ceux qui ont été testés, mais en tout cas, ce sont des médicaments qui altèrent l'épigénome. Ce ne sont pas les seuls. Chaque jour, il y a un papier qui sort sur l'épigénétique et je pense que ça serait vraiment intéressant en effet de faire une recherche de littérature pour savoir quels médicaments ont été associés avec des changements épigénétiques, mais oui, bien sûr. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Guillaume? Non, en tout cas, encore merci. On vous applaudit vivement par rapport à cette intervention. C'est vraiment très très intéressant. Merci beaucoup. Ah, attendez, finalement... Une dernière question arrive. Oui, excusez-moi, je rebondissais sur la question de madame, justement, par rapport à l'effet des traitements. J'entendais la réponse sous l'angle de l'altération des antidépresseurs, mais je me demandais si c'était sous l'angle forcément négatif par rapport à l'épigénétique ou si finalement la prise d'antidépresseurs pendant, par exemple, la grossesse ou avant pouvait potentiellement modifier, mais aussi de manière salutaire pour les générations suivantes. Alors là, c'est le côté, effectivement, impact des médicaments sur l'épigénétique, mais aussi d'un côté favorable, et même en prépartum ou en perpartum, par exemple. Je ne sais pas si ça a été étudié. Non, parce que c'est beaucoup trop prématuré. Ça serait l'idée qui est exprimée, là, si j'ai bien compris, c'est d'amener un traitement médicamenteux et de voir si ça peut améliorer ou empêcher la transmission éventuelle
aux enfants, c'est ça? Oui. Non, on est vraiment trop... c'est trop prématuré pour faire ça chez l'être humain. Mais je ne sais pas si ça sera un jour possible. Par contre, chez la souris, oui, c'est tout à fait possible. C'est une chose qu'on a faite, pas avec un traitement médicamenteux antidépresseur, par exemple, mais avec un médicament qui est utilisé contre l'obésité, qui est un tésaglitazar. Ça ressemble un tout petit peu au... oui, j'ai oublié le mot. Ce sont des médicaments qui permettent d'améliorer le métabolisme des lipides. Et on a injecté des mâles pendant plusieurs semaines avec ce médicament. Et on a attendu, on les a croisés un jour après le dernier jour du traitement, ou alors 2 mois plus tard, pour voir si ça avait un effet dans la progéniture. Et en effet, ce médicament-là seul affecte la progéniture, même si le mâle a conçu des petits 46 jours après la dernière injection. Donc là, c'est négatif parce que c'est un médicament qui altère le métabolisme, qui fait perdre du poids parce qu'il est notamment utilisé contre le diabète et l'obésité. Mais ça montre que traitement médicamenteux, c'était en injection directe. Peut avoir des conséquences sur les spermatozoïdes et puis de façon à être perpétué à la génération suivante. Je dois dire qu'on a un mal fou à publier cet article pour diverses raisons. On les comprend. Oui, mais c'est important de le savoir quand même. Bien sûr. Ouais. On sent toutes les résistances de certaines grandes firmes que nous ne citerons pas par rapport à la publication, effectivement, ce genre de papier qui pourtant, comme vous le dites, c'est très important d'être au courant, bien sûr. En principe, les éditeurs des journaux scientifiques sont indépendants des firmes, mais c'est plus vraiment au niveau conceptuel. Au niveau conceptuel, les gens sont pas encore prêts à considérer ces possibilités, et puis il y a vraiment beaucoup de résistance. Surtout dans la même histoire, dans le même article, on montre que si on injecte du sang d'animaux traumatisés à des souris contrôles, les souris contrôles manifestent des traumatismes, des symptômes du traumatisme. Donc le sang lui-même véhicule donc des messages qui altèrent le métabolisme. Oui. C'est quelque chose qui est extrêmement important aussi parce qu'on pense immédiatement aux transfusions qui peuvent avoir au don du sang. Voilà. Bon, après les injections qu'on a faites, c'est des injections chroniques, c'était 2 fois par semaine pendant 4 semaines, ce qui n'est pas comparable à une seule transfusion, mais en tout cas, le phénomène existe. On peut, selon la qualité du sang qui est transfusé, ça pourrait éventuellement altérer les cellules germinales et d'autres des cellules du corps. Oui, alors là, on comprend encore mieux effectivement les résistances. Écoutez, encore merci pour votre intervention. Je pense qu'on peut encore vous applaudir. Merci beaucoup.